Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette deuxième de Facebook Live. J'ai pris goût avec la première, j'avais envie cette fois-ci de discuter autour d'un nouvel enjeu, Lego. Alors bien sûr, c'était une thématique que j'avais eu envie de faire dans les monologues du thérapeute, c'était une petite vidéo que j'avais fait il y a quelques temps, où j'avais dit que sur un deuxième temps, je ferais une suite avec des questions autour de la structure égotique. Et je trouvais que ça pouvait être pas mal de se rencontrer là, de discuter autour de ces enjeux, puisque effectivement l'ego, ça pose question. Il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce qu'il faut s'en débarrasser, est-ce que c'est super, est-ce que c'est caca, est-ce que c'est bien, pas bien, bref. Il y a effectivement beaucoup de livres ou de choses autour de l'ego. Donc je ne viens rajouter que ma première petite pierre autour de cet édifice. Et du coup, je pense que ce qui va être important déjà de définir, c'est le fait de pouvoir prendre que ce qui résonne pour vous. Si ça vous convient pas, vous laissez de côté. Je suis pas là pour transmettre une vérité unique, pure et parfaite, mais bien pour échanger autour des questions et des enjeux de la structure égotique. Vous avez le droit de pas être d'accord, même si j'aime pas trop. J'ai le droit de me tromper aussi. Et de continuer par cette discussion, par cet échange, d'affiner un petit peu mes perceptions autour de la structure égotique. Alors bonjour à ceux qui me rejoignent et qui viennent participer, ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'abord autour de l'ego ? L'ego ou la structure égotique, déjà, moi je suis pas de l'école de pensée qui viendrait dire que c'est quelque chose qu'il faut exploser, qu'il faut pulvériser. Parce que pour moi l'ego ça n'a pas de sens. Si on cherche à le tuer, si on cherche à le pulvériser, on meurt, fin de l'histoire, fin de l'aventure. Donc du coup je suis plutôt de ceux qui souhaitent redonner les lettres de noblesse à l'ego. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est ce qui nous sert à faire cette expérience dans la matière. Et donc à partir du moment où on commence à vouloir le faire mourir, on va pas pouvoir nous continuer à faire le truc. Donc du coup l'ego c'est tout d'abord, ce qui nous permet d'être qui nous sommes. C'est notre structure, c'est ce qui nous permet de nous verticaliser, d'exister. Si je devais donner une image, j'en ai plusieurs, je vais vous en donner plusieurs, je dirais déjà que c'est le véhicule. On parle souvent du véhicule égotique, oui c'est ça, c'est ce qui nous permet de nous véhiculer, de faire notre route. Et si je devais prendre un petit exemple, si on part du principe qu'une main et qu'on imagine que là c'est la source, ou le 1, cette unité que tout le monde recherche, on pourrait dire que la dimension égotique c'est l'ensemble de nos petits doigts, et que du coup si j'en coupe un, ça va pas faire avancer le business, mais au contraire ça va un petit peu nous manquer. Donc l'objectif c'est bien de comprendre que l'ego c'est le véhicule, c'est ce qui nous permet de jouer le jeu JEU avec notre jeu JE. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, l'objectif, c'est pas de le tuer, ni de le soumettre, ni de l'écraser, ni de le tuer. Ça va plutôt être d'apprendre à nous en occuper, à le faire grandir, à le faire évoluer, à le peaufiner, le cisailler, le structurer, voire même parfois le déconstruire pour le reconstruire dans quelque chose d'un petit peu plus centré, d'un petit peu plus, on va dire, la plus belle version de qui on pourrait être. Puisqu'on est tous uniques, on est tous différents. Et donc l'objectif c'est bien non pas de vouloir nous fondre dans une masse ou par exemple de vouloir rejoindre la source, même si ça peut être sympa, mais bien au contraire d'incarner pleinement qui on est sur le plan Terre et donc dans cette réalité du quotidien et de la matière. Si on parle en termes de corps ou de véhicule égotique, on pourrait dire qu'on a un corps physique, qui est la dimension matière la plus dense de celle qui nous incarne, qui est unique aussi. Vous voyez, moi je ressemble pas aux autres normalement, vous non plus, vous êtes unique, on a des empreintes digitales uniques, un œil pareil, unique. Et donc on pourrait dire qu'il y a ce corps-là, mais si on rentre dans les dimensions un peu plus du subtil, on va dire qu'il y a aussi un corps éthérique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps causal, voire un corps bouddhique, atmique. Je vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui parce que ça m'intéresse pas d'aller sur une discussion qui va être trop spirituelle, puisque l'enjeu c'est plutôt d'aller incarner la structure égotique dans la matière. Mais sachez qu'effectivement, on pourrait déjà considérer qu'on est une espèce de poupée russe avec des corps du plus subtil au plus dense, qui forment une certaine réalité. Et si on changeait de lexique, on pourrait dire qu'effectivement, nous avons des émotions, nous avons un mental qui nous permet de réfléchir, des émotions pour éprouver et ressentir, nous avons un corps physique pour bouger, manger, rencontrer dans la matière les choses, et puis que nous avons aussi peut-être, à l'intérieur de nous, à des niveaux un petit peu plus profonds, un subconscient, plus peut-être des mémoires, etc., etc.
Donc c'est aussi ça. Mais on pourrait aussi partir sur le fait que l'ego, c'est l'ensemble de nos fonctions psychologiques, l'ensemble de nos fonctions perceptivo-cognitives, excusez-moi madame, c'est-à-dire l'ensemble des perceptions, comportements, la capacité à traiter de l'information. Mais l'ego, c'est quoi encore? C'est la réflexion, c'est les 5 sens, c'est le corps, les émotions, le ressenti, l'agir, les mémoires refoulées, les souvenirs, c'est-à-dire les mémoires qui ne sont pas refoulées mais qui sont plutôt en conscience, à laquelle on peut accéder. Mais c'est aussi... je sais pas, ça va être aussi le comment est-ce que je mets du sens à ma vie, ça va être les repères, ça va être nos valeurs, ça va être nos systèmes de croyances, ça va être notre surmoi ou, entre parenthèses, le jugement que j'ai sur moi et que je peux changer, c'est nos idéaux, c'est la fonction de pétage de plomb, la fonction de libération, l'intuition, la transcendance, bref, l'ego, c'est tout ça. D'où l'idée que je vois pas l'intérêt d'aller le pulvériser. Bon, revenons là-dessus. En fait, l'ego, c'est nous. Ok. Partons du principe qu'on a décidé de s'incarner dans la matière, ou parlons simplement du principe, sans parler d'incarnation, qui serait peut-être un peu trop spirituel, mais partons du principe que nous sommes là, que nous sommes des individus différents des copains et des copines, que nous avons tout ça à l'intérieur de nous, c'est-à-dire nos repères, nos valeurs, nos systèmes de croyances, nos ressentis, notre manière de voir les choses, notre vision du monde. Tout ça, c'est génial. Je veux dire, ça, c'est un truc, il faut le garder. Faut même pas chercher à le changer. Il faut l'accepter, je pense, dans une certaine mesure. Et puis, à un moment, non seulement je vais l'accepter, mais en plus, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et puis, tant qu'à faire, je vais essayer d'en faire un truc cool. Ou quelque chose de bien. Donc, si je dois prendre cette image-là, si j'ai un véhicule qu'il est unique et qu'il a un potentiel bien particulier et unique, l'objectif, c'est plutôt d'aller l'expanser, d'aller le déployer, comme je dis souvent, dans la plus belle version de qui je suis, pour justement servir le monde, ou en tout cas rayonner ce que l'univers a déposé à l'intérieur de moi. Bon, si je veux faire un petit peu plus simple ou un petit peu moins imagé, je dirais aussi que qui nous sommes, c'est quelque chose qui doit être honoré. J'avais fait un premier Facebook Live sur la dimension de se réconcilier avec soi-même, ça fait partie aussi du jeu. Plus je me réconcilie avec moi, plus je peux aimer qui je suis, plus je peux rayonner qui je suis, et plus je vais pouvoir en faire quelque chose, et à toute fin utile, à un moment, ça va servir aux autres. Ou en tout cas, ça va permettre de rentrer dans un mouvement du collectif, où moi, en tant qu'unité à l'intérieur de ce collectif, je me sens bien, et je viens être une opportunité de changement pour les autres, ou quelque chose qui va venir plutôt élever, que plutôt quelque chose qui va venir enfoncer. C'est pour ça que je pense que les gens qui ont envie de pulvériser ou de tuer l'ego, qui disent « ouais, l'ego c'est caca, c'est le diable ou c'est machin », je pense qu'ils se trompent un petit peu, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rabaisser, ou ils vont vouloir tuer une partie d'eux, ou ils vont par exemple vouloir être pur esprit, ne plus vivre dans la matière et dans le corps, du coup ils vont plus être vraiment là, et donc du coup à mon avis ça va perdre beaucoup de sens. Moi je pense que l'ego c'est aussi un gardien, parce que d'un côté il va nous protéger et il va nous permettre de rester en vie, et ça va être en même temps une espèce de guerrier. Vous voyez le truc, c'est un peu le gardien guerrier, c'est-à-dire que d'un côté il va nous permettre de nous battre pour survivre, et puis d'un autre côté il va aussi protéger toutes nos zones de fragilité, de manque, de honte, pour nous permettre de survivre. Donc l'ego, il est en plus à notre service à ce niveau-là, parce que lui il va avoir envie de vivre, et grâce à ça, vous êtes toujours là. Donc si vous m'écoutez, que ce soit en direct ou en replay, ça veut dire que l'ego il a bien fait son taf, parce qu'il vous a permis d'être là, il vous a protégé, il a trouvé des solutions, des comportements, des stratégies qui vous permettent d'être en vie aujourd'hui, et ça c'est hyper important, parce que c'est à partir de ça que vous allez vraiment pouvoir déployer qui vous êtes. Ce guerrier, je pense quand même qu'il est blessé. Il est blessé parce qu'il a vécu des souffrances, il a vécu des manques, il n'a pas tout ce qu'il veut. Et donc il va partir en quête à l'extérieur pour obtenir ce qui lui manque à l'intérieur. Et c'est ça tout le truc. Le truc, c'est que dans une première grande partie de vie, on va d'abord aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Parce que l'ego, il va se dire, attendez, moi les gars, c'est pas juste, j'ai pas ça. Pourquoi moi j'ai pas ça? Le copain il a ça, moi j'ai pas ça, je suis pas content, je vais essayer de l'obtenir. Ou il va se victimiser en disant, ouais, c'est pas normal, moi j'ai pas ça, l'autre il a ça, comment il fait, pourquoi, et pourquoi moi j'ai pas, ouais, c'est de la faute de je sais pas qui, je sais pas quoi. Bref, ça va être de la faute des autres. J'en avais parlé un petit peu déjà la dernière fois sur cette dimension de victimisation
où je vais utiliser ma souffrance ou ce qui me manque pour me plaindre et récupérer un petit peu de l'énergie des copains. Bon, l'objectif c'est du coup de voir que on a un guerrier fatigué, on a un gardien qui vient protéger nos zones de sensibilité, on appelle ça aussi les protections du moi, c'est-à-dire tout ce qui va se mettre en place à partir du moment où la vie m'amène dans mes retranchements, on va sortir les armes et les protections pour survivre. Un petit peu comme si on était finalement tous construits sur un équilibre disharmonieux. Il y en a on peut comprendre ça plus facilement quand par exemple on parle du corps. Par exemple, vous faites un peu mal à la cheville, vous n'allez pas forcément aller la remettre tout de suite chez un ostéo, chez un kiné, du coup ça va commencer à être compensé par le genou qui va ensuite être repris par la hanche et au final vous allez avoir une problématique de hanche alors que l'initial c'est la cheville. C'est un petit peu ça l'ego, c'est qu'on est dans une nécessité de survie parce qu'on est des animaux doués de conscience certes mais des animaux quand même et on a une nécessité de survivre et pour ça d'aller trouver un équilibre ou une homéostasie aussi comme on l'appelle mais disharmonieuse parce que il nous manque des trucs, on a souffert, c'est pas cool, on n'a pas tout ce qu'on veut. C'est galère, le principe de réalité est quand même assez cash, la dure loi de la vie et de la réalité de la vie qui nous ramène face au principe de réalité n'est pas toujours très très agréable, là où on aimerait plus, souvent égotiquement, être dans un principe de plaisir, mais qui n'est pas toujours présent. Il y a un temps pour travailler, un temps pour s'amuser, si on veut que s'amuser, on va se faire un peu mal aux dents, si on veut que travailler, on va être un peu triste, il va nous manquer quelque chose aussi de l'ordre du superficiel ou du léger. On peut aussi le voir comme un ensemble de petits animaux intérieurs. Moi, je vois ça un petit peu comme ça, des espèces d'animaux apeurés qui sont là, qui cherchent chacun à trouver des petites solutions pour s'en sortir, pour survivre, quitte à biaiser, quitte à faire des petits trucs là, et qui a un niveau un petit peu plus grand, qui lui va chercher à faire élever ça, comme si on avait une nécessité à un moment de grandir, d'évoluer, et que justement on puisse venir rassurer l'ensemble de nos petits animaux intérieurs pour leur dire non, ça va le faire, faites-vous confiance, grandissez, évoluez et vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, je vais sûrement passer d'une image à une autre régulièrement puisque c'est la manière dont moi je perçois un petit peu cette structure égotique. Et puis, puisque j'ai été formé à partir de la spirale dynamique et sur lequel j'ai fait un petit roman, du coup, je vais aussi utiliser à un moment les différentes étapes du développement psycho-affectif de la conception à l'âge adulte pour vous montrer comment est-ce que notre ego se structure à partir de différentes facettes, à partir de différentes visions du monde, et que c'est à partir de la manière dont on a traversé ces différentes étapes qu'on va se structurer d'une certaine manière, qu'on va percevoir le monde d'une certaine manière, qu'on va ressentir le monde d'une certaine manière, qu'on va avoir une certaine manière de penser, de ressentir, voire une certaine manière de mettre du sens, une certaine manière de croire. On aura toute notre structure va nous amener à croire qu'on a raison d'avoir raison, en gros. Et donc du coup, souvent, l'objectif quand on fait un travail thérapeutique, c'est d'aller mettre en lumière justement la manière dont on s'est structuré, la manière dont l'ego s'est structuré, pour comprendre qu'on est finalement un je suis en devenir, et parce que ce je suis est en devenir, il a forcément tout un tas de choses à changer, modifier, peut-être même déconstruire. Quand on parle du développement personnel, moi ça me fait un peu marrer parce que je trouve que plus je bosse sur moi ou plus j'explore mon intériorité, plus je me rends compte que c'est plutôt du dépouillement personnel. C'est-à-dire il faut lâcher des trucs, il faut déconstruire souvent des systèmes de croyances, il faut assouplir le surmoi, c'est-à-dire être plus dans la bienveillance, d'être moins dans le jugement sur soi, du coup moins dans le jugement des autres. C'est aussi d'aller mettre parfois des raisonnements un peu plus profonds que ce qu'on va nous servir au bistrot du comptoir, au comptoir du bistrot plutôt qu'au bistrot du comptoir, mais voilà, c'est plutôt à un moment effectivement d'aller peut-être s'occuper du corps, d'aller s'occuper de ses émotions, d'aller s'occuper de son mental, d'aller s'occuper peut-être même de sa spiritualité, c'est-à-dire à un moment d'aller remettre du sens à la vie, d'aller remettre peut-être une dimension sacrée. Alors bien évidemment je n'irai pas sur ce terrain-là aujourd'hui comme je vous l'ai dit, mais effectivement si ça n'a pas de sens, je veux dire, si on se lève et qu'on croit qu'on s'est incarné pour faire de l'argent, pour aller au travail, pour avoir une femme, des enfants, une maison, un scénic, un petit chien, et que vivement la retraite pour qu'on puisse voyager, et voilà, bon, on peut, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est un niveau, ça reste un niveau. Mais peut-être que ça va manquer de sens, et que du coup, à un moment donné, il va y avoir une nécessité d'aller
approfondir ça, d'aller voir qu'est-ce qui joue là, qu'est-ce qui se passe, et est-ce qu'à un moment je peux pas essayer de faire autre chose. Du coup, alors, je vois que je ne suis pas la seule à dire que l'ego est nécessaire. Oui, il est plus que nécessaire, il est indispensable. S'il n'y en a pas, il n'y a pas d'expérience. S'il n'y a pas d'expérience, ben, ça n'a pas de sens. L'ego est un allié, oui, enfin, c'est un allié puisque c'est une partie de nous, c'est un guerrier qui vient qui vient nous défendre, c'est aussi un gardien, c'est aussi tout un ensemble de facettes sur lequel on structure. Donc tout ça, c'est vraiment hyper important. Je crois qu'à un moment, on ne peut pas se réconcilier avec soi-même si on vient pas juste s'aimer, et si on vient pas du coup aimer notre structure égotique. Et justement, s'il y a des petits animaux apeurés à l'intérieur de nous, c'est pas en leur mettant des grosses claques ou en leur disant ouais je vais vous tuer vous parce que ça va pas du tout qu'on va grandir ou évoluer. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que moi je pense que c'est la base, et que la base c'est d'abord de comprendre comme c'est beau d'avoir pu grandir, traverser différentes étapes à notre manière, d'avoir fait ce qu'on pouvait, et à un moment d'être qui on est, sachant que qui on est un je suis en devenir, et que la vérité qui nous a nourris hier n'est pas forcément celle qui nous nourrira demain. Et donc du coup, à un moment, d'aller voir, tiens là, il y a ça qui va pas, il y a ça qui me dérange, il y a ça qui me fait souffrir, il y a ça qui me manque, et c'est de pas aller forcément penser que c'est la faute des autres ou de vouloir l'obtenir à un moment donné à l'extérieur, mais c'est bien un moment de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je rejoue, qu'est-ce que je projette sur le monde et que j'ai pas compris et qui me revient en pleine face parce qu'il y a un truc que j'ai pas dû comprendre vu que ça se reproduit tout le temps, et comment est-ce qu'à un moment je vais faire pour dépasser ça et grandir. Ouais, je pense que, je sais pas, imaginons qu'on soit tous une voiture, si on se dit, tiens, je vais péter ma voiture pour faire mon expérience et aller à l'autre bout de la France, c'est pas possible, ça a aucun sens. Donc ça, c'est déjà hyper important. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, ça va venir alimenter le truc, parce que sinon j'ai l'impression de radoter. Moi, je le vis tellement tout le temps, ce genre d'information, que à un moment, ça perd du sens aussi pour moi. Mais l'ego, c'est aussi pour moi un gros feignant. Alors, je m'explique. Pourquoi il est feignant ? Parce que lui, son objectif, c'est de trouver une espèce de forme d'homéostasie, c'est-à-dire de maintenir un équilibre en créant le moins d'efforts possible. Vous voyez l'idée de l'homme intelligent évite l'effort inutile. On est un petit peu dans cette énergie-là. Donc du coup, lui, l'ego, il n'a pas envie de changer, il n'a pas envie de grandir, il n'a pas envie de se dépasser, lui, il a envie de faire et de refaire encore et toujours les mêmes choses. C'est un petit peu comme si l'ego cherchait à toujours recréer la même réalité. Parce qu'il pense que ça marche, parce que ça rejoint le fait qu'il ait raison d'avoir raison, parce que justement ça va lui permettre souvent d'avoir de la reconnaissance et de l'amour. Imaginons que votre dimension égotique se soit identifiée à l'idée d'être un sauveur. Bon, du coup, dès que je vais rendre service à tout le monde, dès que je vais sauver, dès que je vais me sacrifier, hop, super, je vais avoir de la reconnaissance, de l'amour, j'existe, et je vais exister à travers cette image-là. Mais en existant à travers cette image-là, j'oublie toutes les autres. Et c'est dommage, parce que des fois, j'ai peut-être envie de dire non, des fois j'ai pas forcément envie d'aller faire le déménagement du copain le dimanche, parce que franchement j'ai autre chose à faire. Mais bon, si je suis reconnu et aimé en tant que structure, je vais avoir du mal à dire non, par exemple. Mais vous voyez, du coup, ça vient vraiment chercher énormément à l'intérieur de nous. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme l'ego, lui, cherche toujours à créer la même réalité, on pourrait imaginer que c'est un petit peu le petit chat qui ronronne au coin du feu, quoi. Lui, écoute. Et puis dès qu'il y a un truc qui va pas dans son sens, non, ça, non, oh là là, faut que je fasse un effort, je pensais que ça serait passé comme ça se passe pas comme ça, je suis pas content, du coup je vais écrire une lettre à Dieu, du coup il me répond pas, je suis encore plus en colère, et du coup je vais en parler aux copains, puisque eux, ils vont pouvoir me plaindre, et du coup ça va me faire vachement de bien. Bon. Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la première dimension, ou l'étape socioculturelle, c'est-à-dire celle par laquelle on commence, où l'ego va grandir dans un environnement socio-culturel. Nos parents, notre école, notre contexte, la France, 1978 pour moi, etc. Et donc, je vais grandir dans un contexte socio-culturel avec mes parents, ma famille, mon clan, et à partir de ça, sans m'en rendre compte, je vais adopter un certain nombre de valeurs, d'attentes, implicites, non dites, mais que j'ai bien compris, ou explicites, c'est-à-dire on m'a bien dit, travaille bien à l'école, ait des bonnes notes, et sois avocat, mon fils. Bon, dommage. Mais ça, c'est le grand contexte. Et cette dimension socio-culturelle, on va généralement la mettre en place du 0
aux 38-42 ans, c'est-à-dire avant la première crise de milieu de vie. Donc on va s'identifier finalement à papa, à maman, le petit garçon, la petite fille qui cherche à plaire inconsciemment ou non à papa, à maman, à la famille, aux attentes du clan, explicite, implicite, et puis aussi on va s'identifier à notre métier. Bon. Et généralement, ça va durer un temps, comme je vous l'ai dit, puis à un moment, ça marche plus. C'est-à-dire qu'entre 38 et 42 ans, dans cette crise de milieu de vie, eh bien, il va y avoir la nécessité à un moment de se dire, tiens, est-ce que je suis OK avec moi-même? Est-ce que c'est vraiment ça que j'avais envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que je continue comme ça? Ou est-ce que je casse tout ou pas? Et donc, du coup, à partir de là, eh bien, généralement, cette crise de milieu de vie, c'est généralement que je reçois les gens, c'est un petit peu la grosse crise de passage ou l'effondrement de la structure égotique, parce que du coup, je ne veux plus me reconnaître dans ces valeurs, je ne veux plus répondre à ces attentes-là, je ne suis pas heureuse dans mon couple, je ne suis pas heureux dans mon travail, moi en fait je voulais faire ça, on m'a obligé de faire ça, du coup j'ai fait ça, ou en fait du coup je fais ça, mais voilà, mais je sens que ça fait plaisir à mes parents. Par exemple, je suis fonctionnaire, on m'a toujours dit que c'était important parce que j'allais avoir la sécurité de l'emploi, mais du coup, je m'emmerde un peu. Mais bon, du coup, ça serait bien, j'aimerais bien faire un truc, mais c'est super risqué, du coup, est-ce que je le fais ou pas? Voilà. Et ben ça, c'est génial parce que c'est la deuxième partie, on appelle ça l'individualisation. C'est le moment où la structure égotique a la nécessité de se retourner vers elle-même pour se dire qu'est-ce que je veux, moi, pour moi, quitte à en mourir, et tant pis si les autres sont pas d'accord. Et donc ça c'est génial parce que ça va venir effectivement secouer un peu la structure qui va être obligée de faire une espèce de mise à jour, mais d'un autre côté ça va être une super opportunité de changement. Alors généralement quand même dans l'accompagnement il y a un effondrement, il y a un petit peu de brasse coulée pendant un petit moment, et puis à un moment il y a une espèce de sortie de crise où d'un coup on a pu peut-être mettre du sens, on a déconstruit des choses, on a peut-être changé son système de valeurs, on a peut-être voilà, changé ses perceptions, ses visions du monde, il y a peut-être même eu des événements qui sont venus alimenter ça, des événements extérieurs, je sais pas, un accident, un décès, un divorce, un licenciement, voilà, des choses qui vont venir nous obliger à nous remettre en route et en chemin pour sortir du petit chat qui ronronne. Ça, c'est la deuxième phase. Et puis, il y a une troisième phase qui est cette phase transpersonnelle où, eh bien, généralement, la structure égotique, qui du coup est sortie d'une espèce d'identification enfantine ou socioculturelle et qui s'est trouvée, elle, et qui existe en tant que moi pour moi en faisant ce que j'aime et comme j'aime, eh bien, à un moment, va de nouveau vivre une espèce de crise de sens, une crise de foi, j'ai envie de dire, et va se dire, ok, j'ai eu tout ce que je voulais, je réponds plus aux attentes de tout le monde, je me suis trouvé moi, c'est super, mais il va manquer encore quelque chose. Et là, la dimension transpersonnelle arrive, et c'est vraiment pour moi quand, à un moment, la structure égotique va mettre un peu genou à terre, et pour se mettre vraiment au service de ce qui est plus grand qu'elle. Et ça, c'est vachement important, parce que à un moment donné, l'ego ne vient pas forcément que pour lui. C'est là où souvent il y a un truc, je sais pas, il y a une espèce de diabolisation de l'ego, on dirait ouais, il est méchant, il manipule, il est vilain, c'est le diable, je sais pas quoi, et puis en plus, du coup, il fait du mal à tout le monde, et il me fait du mal, et bon. Mais en fait, pas du tout. L'ego, il souffre. L'ego, il n'a pas tout ce qu'il veut, mais c'est parce qu'il n'a pas qu'il va se mettre en chemin. Si vous n'avez pas faim, vous n'allez pas aller à la boulangerie du coin pour vous acheter du pain. Par contre, si vous avez faim et qu'à un moment vous avez super faim, bah vous allez prendre vos petites jambes et puis vous allez aller jusqu'au boulanger. Et du coup, ça va vous permettre de manger. Mais vous voyez bien par contre que ça va durer un temps. Et la dimension égotique, elle est jamais rassasiée. Mais heureusement, puisque c'est ça qui la motive à avancer, à se reposer des questions, à expertiser les choses, à s'améliorer, à peaufiner. Je vous parlais tout à l'heure du véhicule qu'on doit venir peaufiner, ciseler, on vient apporter de la finesse. Alors, au début, dans les crises, il faut y mettre des gros coups de masse, et d'où l'effondrement de la structure, et la déconstruction. Mais derrière, on peut reconstruire, on peut... Ah, putain, je me rendais pas compte que, comme je rencontre certains, que je faisais ce métier-là en loyauté à ma famille. D'accord, je suis banquier, ok. Ben non, je suis banquier parce que j'aime ça. Ah, c'est intéressant. Puis on va regarder l'arbre généalogique et puis on va se rendre compte que au-dessus de lui, il y a eu des banqueroutes, des faillites financières, ou que les parents, les grands-parents ont vraiment manqué, ils ont vraiment pas eu de quoi manger. Puis d'un coup, on voit qu'en dessous, bah, il y a plein de gens qui travaillent dans la gestion, dans les finances, ils sont au cœur de l'argent. Bah super. Mais à un moment, ils le font pas vraiment pour eux. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est qu'ils le font de manière socioculturelle. Ils viennent répondre
à une attente implicite du clan qui vient dire « sécurise-nous ». Bon, posez-vous la question de savoir pourquoi vous faites votre travail et demandez-vous si vous l'avez vraiment choisi ce travail ou si c'est quelque chose que vous faites parce que papa et maman le faisaient, parce que les grands-parents l'ont fait, parce que ça a manqué à un certain niveau ou que ça n'a pas manqué. Vous voyez, c'est hyper intéressant de vous poser ce genre de questions. Je sais plus pourquoi je disais ça, ça m'a perdu un petit peu, c'est pas grave, mais vous allez m'aider, je pense, à me poser. Ah oui, je vois qu'il y a des questions. Alain, ok, merci Claudie. Voilà, ok, les autres d'accord, bon, bref. Donc je vois que vous ne m'aidez pas par vos manques de questions. Mais du coup, eh bien, comprenez bien que la structure est gothique, qui va évoluer au fur et à mesure du temps, qui va d'abord aller chercher à combler les manques à l'extérieur parce qu'elle a manqué, parce qu'elle en a souffert, parce que ça a été dur, parce qu'il a fallu qu'elle survive, parce qu'il a fallu qu'elle crée un équilibre disharmonieux. À un moment, il va quand même y avoir un effondrement parce que il va falloir passer à autre chose. D'où la période d'individualisation. Qu'est-ce que je veux moi pour moi, quoi qu'il arrive. Et du coup de rentrer dans une forme de déloyauté, c'est-à-dire le banquier qui quitte son métier pour devenir artiste, parce qu'en fait dans son cœur il a super envie d'être artiste, et qu'il en a plus rien à faire de savoir ce que maman, papa ou le clan veulent au niveau de la sécurité financière et de l'argent. Bon, par exemple. Et puis à un moment, cet artiste, dans une dimension transpersonnelle, eh bien je sais pas, il peut super bien vivre de son art, se réaliser, avoir fait, je sais pas, des vernissages, des trucs, avoir fait le tour du monde. Puis à un moment, il va quand même y avoir une crise. Il va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'humanité, pour la planète, pour le collectif? Parce que là, moi, j'ai tout ce que j'ai besoin, je suis super content, je rayonne socialement. Voilà, j'ai fait le tour de mon art et j'ai une forme d'expertise autour de cet art. Et peut-être que d'un coup, il va se mettre, pourquoi pas, à donner des cours gratuitement, ou il va aller faire des missions culturel ou humanitaire, je sais pas, Clowns sans frontières, je pense à ça, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Il va peut-être même aller apprendre à faire du dessin aux jeunes des banlieues ou dans d'autres pays ou autrement, et là il va venir se nourrir aussi autrement, vous voyez. Et donc du coup, il est toujours dans sa dimension égotique, mais il en fait autre chose, et c'est ça qui est hyper important. Et du coup, moi, je pense que c'est hyper important à un moment d'aller s'occuper de cette dimension de la structure égotique. À quoi ça sert? Ça sert à ça. Ça sert à se réaliser, ça sert à aller vers la version la plus grande, ça sert à sortir d'une certaine manière de notre identification en pensant qu'on n'est que ça. Et puis vous avez bien vu en France, de manière générale dans la société, cette espèce de normose qui voudrait qu'on soit tous pareils, qu'on pense pareil, qu'on fasse les mêmes études, et puis tu as fait S, c'est mieux que tu as fait ES, ou oh là là, tu as un bac technique, mais comment tu n'arriveras à rien, machin. Et cette espèce de normose du bien pensé, d'avoir les mêmes systèmes de valeurs, d'avoir les mêmes croyances, d'avoir métro boulot dodo, entre guillemets, ça c'est horrible. Ça oui, je comprends qu'on a envie de le tuer, je comprends. Mais c'est le système de croyance, ou c'est l'identification égotique qu'on cherche à tuer. C'est pas ce qu'on est nous à l'intérieur de nous dans cette richesse intérieure. Je prends l'image du serveur. Bon vous êtes serveur dans un bar, effectivement, à un moment, vous allez avoir une certaine prestance, peut-être une manière de tenir votre plateau, peut-être la petite serviette, le coup d'éponge, vous allez même claquer le truc pour poser le billet, comme j'ai déjà vu. Bon, bref, vous allez être dans votre rôle. Et quand vous allez rentrer le soir, normalement chez vous, vous déposez la casquette, vous déposez les vêtements, et puis vous n'êtes plus le serveur. Et la problématique de l'identification égotique, c'est qu'on croit vraiment qu'on est ce qu'on est. Et parfois on oublie qu'on est tellement plus que ça. En plus, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que plus on va explorer, plus on va déconstruire, plus on va se désidentifier, et plus on va trouver les perles. En fait, les perles, elles sont derrière. Donc c'est de dire au guerrier blessé, repose-toi. C'est de dire au gardien, tu peux me laisser passer pour que j'aille voir ce qu'il y a quand même derrière et derrière ce que tu gardes. C'est aussi de prendre soin du véhicule, alors dans toutes les dimensions du corps dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire prendre soin du corps physique, mais je vous ai dit, assainir la dimension émotionnelle, mettre du sens avec le mental inférieur, mental supérieur, et puis parfois aller voir s'il n'y a pas des choses au niveau transpersonnel de votre lignée. Tiens, qu'est-ce que je rejoue, papy, mamie, papa, maman, mes alliances, faillite, sécurité... peur, voilà, tout ce qu'on va apporter en bagage avec et les bénédictions, ce qui a été bien dit et qu'on peut se servir comme ressource, et les malédictions, ce qui a été mal dit et comme on dit qui descend sur cette génération, donc parfois il faut remonter un petit peu dans l'arbre pour aller voir ce qui se joue. Pour moi, l'objectif de l'ego, c'est de pouvoir à un certain niveau, là encore,
tomber en amour de son ego. Certains me trouvent peut-être romantique, mais l'objectif pour moi, c'est de grandir, c'est de se reprendre en main, pour un moment pouvoir mettre genou à terre et se mettre au service de ce qui est plus grand. Voilà. Et c'est de savoir que de toute façon, le temps, les événements, et ce qui est plus grand justement va s'occuper de nous pour nous faire le chemin. Il y avait un Koan Zen qui disait la voie est sous nos pieds. Ben, c'est carrément ça. C'est un moment, c'est revenez vers vous. D'ailleurs, il y a une phrase hébraïque qui dit tu es splendeur et vers cette splendeur retourne-toi. Ça a été traduit par la Bible par tu es poussière et tu retourneras poussière. Un peu con. Pas super bien traduit. Moi, je préfère vraiment la première version. Tu es splendeur et vers cette splendeur retourne-toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est tous uniques et merveilleux. Et qu'à un moment, tant qu'on ne se retourne pas vers nous et qu'on ne retourne pas à l'intérieur de nous-mêmes, on ne peut pas aller trouver les choses. Parce qu'on va les chercher dehors. Et dehors, en plus, on est dans un système qui va nous amener un peu à nous perdre. On va se perdre dans le virtuel, on va se perdre dans la télé, on va se perdre dans la consommation, on va se perdre dans l'image, on va se perdre dans plein de choses qui sont ce qu'elles sont. Hein. C'est des soupapes, c'est ok. Hein. Mais l'essentiel est à l'intérieur, ou la vérité est ailleurs. Bon. Du coup, c'est un petit peu ça. C'est l'ego, à quoi ça sert? Ça nous sert à expérimenter l'existence sur le plan Terre, ou ça nous sert à vivre une expérience de matière, mais qu'on va pouvoir définir. J'avais lu quelque part un truc qui disait la vie n'a pas de sens, c'est à vous de lui en donner un. Je crois que c'est un peu ça. On est tous différents. On a tous un regard sur le monde qui nous appartient. Du coup, à nous de lui donner du sens. Arrêtons d'aller chercher du sens chez les autres, ou de ce qu'on nous dit, ou de ce qui est à la mode, pour un moment se retrouver soi. Alors du coup, est-ce que vous avez des questions autour de ça? Toujours pas? Vous n'êtes pas très sympa, vous me laissez tout seul à pagayer comme ça, mon ego est fatigué, tiraillé, c'est difficile, comment vais-je faire? Eh bien, peut-être que si vous comprenez que votre ego est magnifique et qu'il faut plutôt l'honorer, vous incliner devant et l'aimer pour le reprendre en main et voir comment il a souffert et comment aussi il a des super richesses, talents, ressources, vous vous rendez compte quand même que tout ce qui a pu vous arriver de plus terrible dans la vie, malgré tout ça, vous êtes là quand même. C'est génial. Bon, vous n'avez pas l'air super fan, c'est pas grave. Si je reprends les différentes étapes psycho-affectives de l'enfance et du coup de la spirale dynamique, du coup, je vais essayer de vous montrer la beauté de ces étapes assez succinctement, assez rapidement, mais pour vous montrer comment déjà ça se joue. Quand on regarde le premier code, puisque cette spirale se structure sur 6 codes couleurs, qui vont être les 6 premiers codes de la spirale, qui sont les 6 codes de la structure égotique, suivis par 2 autres codes qui sont des codes de lettres. Et donc là, du coup, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu cette notion du plus grand qui vient s'occuper du plus petit. Et bien du coup, on a les codes beige, mauve, rouge, bleu, orange et vert. Si je reprends la base, donc la dimension socio-culturelle qui va prendre les 4 codes, le beige, le mauve, le rouge et le bleu, et dans le premier code beige, on est purement dans la pulsion de vie. La pulsion de vie, la volonté de vivre, de survivre, de répondre à ses besoins fondamentaux. Boire, manger, dormir, se reproduire. Mais on est dans quelque chose d'hyper pulsionnel. C'est vraiment notre dimension, là, des petits animaux, non pas apeurés, mais terrifiés, survivre, boire, manger, trouver un coin chaud si j'ai froid, trouver un coin froid si j'ai chaud. Et me reproduire, puisque vous le savez, la vie est une maladie sexuellement transmissible. Donc faites attention. Et donc du coup, on va être dans cette dimension pulsionnelle, instinctive, et donc on a une structure qui est hyper outillée pour. Mais c'est génial, c'est génial. Demain, la société part en cacahuète, mais vous allez voir, on va tous retomber dans des gros codes beige, et je peux vous dire qu'on va pas rigoler. Et qu'on va avoir une capacité de résistance, de survie, de se débrouiller, mais incroyable. Et tout ça, ça dort à l'intérieur de nous. Alors on a beau être un petit peu civilisé avec une petite chemise, je peux vous assurer que si à un moment là, il y avait, je sais pas, quelqu'un qui rentre avec une arme dans mon cabinet, je ne serais plus en train de discuter avec vous et je passerais direct en mode survie pour essayer de lui faire un mawashigiri ou un truc ou de me barrer en courant. D'ailleurs, le corps, il est carrément fait pour ça, puisque en cas de danger, tout de suite, il va y avoir l'adrénaline qui va se mettre en place. Et qu'est-ce qui va être irrigué
en premier, c'est les mains et les jambes. Pourquoi ? Parce qu'avec les mains, on peut se battre, et avec les jambes, on peut s'enfuir. Et du coup, cette adrénaline, elle va nous permettre, en plus de moins ressentir la souffrance, de moins ressentir la douleur, et donc vous pourriez partir en courant et vous faire un claquage, que vous pourriez courir sur des kilomètres avant de vous en rendre compte. Ce serait au moment où l'adrénaline redescendrait que là, vous pourriez peut-être même plus avancer ou poser un pied devant l'autre. Donc du coup, vous voyez, c'est hyper important de comprendre que déjà la structure égotique, c'est aussi un super guerrier qui nous permet de ne pas mourir. Et donc de pouvoir répondre à nos besoins fondamentaux pour survivre. Bon, mais il y a d'autres codes qui vont venir nous structurer. Il y a le code mauve. Et le code mauve, lui, il parle plutôt de la dimension de sécurité, de notre besoin de sécurisation, et d'aller voir quel est notre besoin de sécurisation, mais il parle surtout du clan, de la famille et de maman. Et donc de voir comment est-ce que la structure égotique va aussi commencer à se construire grâce à maman. Pourquoi maman ? Parce que c'est maman avec laquelle je vais, en tant que bébé, fusionner. C'est-à-dire que la fusion, c'est l'enfant qui fusionne, c'est pas la maman. La maman, elle autorise la fusion. Mais la maman, elle sait toujours que le bébé qui est en train de téter son sein, c'est pas elle. On est d'accord. Par contre, l'enfant, lui, il va croire que le sein, c'est une extension de lui. D'où le fait qu'à un moment, pour défusionner, on met en place des objets transitionnels qui sont le doudou, ou la tétine, ou... le doudou, la tétine. Et donc on va rentrer aussi, je l'ai dit, dans ce milieu socio-culturel, le clan. Ok, alors c'est quoi le clan ? Est-ce qu'il y a papa, maman ? Ou est-ce que mes parents sont divorcés ? Est-ce que ça se passe bien ? Comment c'est qui papi, mamie ? Les grands-parents, l'histoire, ils font quel métier ? Est-ce qu'il y a des tabous au niveau de ce clan ? Alors les tabous, je vous répète, c'est la mort, le sexe, l'argent, le pouvoir, la violence. Est-ce que ça c'est sain ou est-ce que c'est un peu le bordel ? Voilà, on va rentrer dans la dimension des valeurs, on va rentrer dans tout ce qui va être de l'ordre des règles du clan. Je sais pas, si je nais dans un clan de médecins, je vais parler médecin. Donc je vais grandir sans me rendre compte que finalement, je viens d'un milieu social plutôt aisé, je peux être considéré comme un nanti même par d'autres. Je vais avoir peut-être une certaine éducation, une certaine manière de voir, et je vais peut-être être d'un côté politique plutôt que d'un autre, etc., etc. Et je vais me structurer sans me rendre compte dans un système. Bon. Dans cette dimension du code mauve, on va aller voir justement où est-ce que j'en suis avec ma famille, où est-ce que j'en suis de mon rapport à maman, et non pas de la maman extérieure, là encore, mais bien de ce que j'ai cristallisé à l'intérieur de moi autour de la maman intérieure, mais je vais aussi aller voir du coup si je suis loyal ou pas, et les loyautés familiales invisibles, ça c'est un truc de ouf ça. Là, on peut se retrouver des fois à faire des choses en loyauté familiale, mais invisible, sans se rendre compte que ça a déjà été fait avant. Bon, alors ça c'est hyper intéressant à un moment d'aller mettre du sens, d'aller voir tiens, est-ce que je suis libre ? Est-ce que je suis vraiment moi, ou est-ce que je suis juste un petit moi qui répond à des injonctions inconscientes de mon clan ? Et vous savez, l'arbre transgénérationnel, il vit à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai tout mon clan à l'intérieur de moi. Donc ça fait du monde quand même, d'où le fait qu'il y ait plein de petits animaux intérieurs. Et donc du coup, c'est pareil, d'aller mettre en lumière tout ça, d'aller déconstruire, d'aller peut-être parfois être déloyal, ou au contraire d'aller prendre une ressource. Il faut savoir quand même que dans le systémie familial, si on juge nos parents ou nos ancêtres, on peut pas bénéficier de la ressource. C'est un petit peu comme si on coupait des racines, on peut pas, si on est au bout de la racine ou si on est au bout de la branche de l'arbre, on tombe. Voyez. Donc il y a tout un travail déjà de réconciliation à faire avec le clan, et donc d'aller comprendre comment la vision du monde que j'ai dans ce code mauve va être très très présente dans ma manière d'aborder ma famille, de celle que je vais construire, mais aussi ma vision, si je suis une femme, de comment je vais être maman, si je suis avec ma femme, de comment est-ce que je vais jouer avec ma femme autour de ce truc-là. Est-ce que ma femme c'est ma mère ? Est-ce que c'est mon maman ? Ou est-ce que c'est bien ma femme ? Voilà. Ou est-ce que je suis le petit garçon ? Ou est-ce qu'au contraire je fais le papa avec ma fille ? Ou bon, voilà, tous ces enjeux-là vont être hyper importants à aller voir à un moment donné. Et puis ça continue, la spirale elle continue, nouvelle étape, le code rouge, le moi-je d'abord, l'enfant qui défusionne, qui commence à se rendre compte que je sais pas, quand je mords le sein de maman, ça lui fait mal, alors que moi j'ai pas mal. Bon, c'est bizarre. Donc il commence à se rendre compte qu'il n'est pas forcément sa maman, c'est pas lui. Et puis il va commencer à exister en tant que lui, donc il va commencer à se positionner. Vous savez, c'est l'époque où l'enfant commence à dire non, où il se met à marcher, où il court partout, où il touche à tout, où il fait des crises. Voilà, il va vraiment montrer qu'il existe, qu'il est là, qu'il a sa place, et puis il va affirmer ça. C'est vraiment la possibilité
de vivre cette étape comme une manière d'exister pour soi en tant que jeu JE, avec les envies, la puissance, le nom, le positionnement, le territoire, c'est à moi, c'est ma chambre, non, je le prête pas, c'est à moi, bon. Vous devez connaître ça par cœur, pour ceux qui ont des enfants, c'est une période très sympathique, où il va falloir être subtil entre le fait de poser le nom et le fait de ne pas humilier ou écraser l'enfant pour le castrer, puisque c'est la grande étape de castration, ou pas. Donc vous voyez, ça va être aussi important à l'âge adulte de vous rendre compte que tiens, est-ce que j'ai un interdit de la colère? Est-ce que je sais me positionner? Est-ce que je sais dire non? Est-ce que j'ai un avis tranché? Est-ce que j'existe? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je peux affirmer ma place? Est-ce que j'ai des envies? C'est quoi une envie? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai plus envie? Bon, ouais, il y a tout un tas de choses qui va se poser à ce moment-là. Et donc, suivant comment j'ai traversé cette étape-là dans mon enfance, je vais créer quelque chose. Alors, ça veut pas dire que j'ai raison d'avoir raison, ou de dire ah bah non, la colère c'est pas bien, faut pas se mettre en colère. Ça vient dire tiens, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que tu t'es interdit la colère, que c'est une émotion fondamentale? Pourquoi est-ce que tu dis jamais non? Pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que je suis sympa, moi je suis un sauveur, j'aime bien aider tout le monde, et donc du coup je suis aimé quand je me tais, quand je prends pas ma place, et quand je fais ce qu'on me demande. Voilà, par exemple. Et puis derrière ce code-là, il y a un autre grand code qui s'appelle le code bleu, où là il y a vraiment une espèce de chape qui va arriver, qui va être en lien là avec le père, avec l'autorité, la loi, le cadre, les règles, le principe de réalité, l'émergence des lois, pour aller vers l'autonomie, le principe de responsabilité, le fait de pouvoir grandir et obéir. Et ça c'est pareil, suivant comment ça s'est passé avec papa, on va avoir une vision du monde bien particulière autour de ce code bleu. D'ailleurs, souvent, on va se stabiliser dans un des 4 premiers codes. Les codes orange et vert sont des codes que tout le monde n'a pas, à laquelle les gens ne vont pas forcément accéder. Donc du coup, dans ce code bleu, on va plutôt être dans le fait de voir est-ce que je sais prendre ma place, mais ma place sociale. Comment est-ce que ça se passe au niveau des règles? Comment est-ce que je réagis par rapport à l'autorité? Est-ce que l'autorité, je vous rappelle, c'est pas l'autoritarisme? Et donc du coup, est-ce que je suis en rébellion contre l'autorité? Est-ce qu'au contraire je suis quelqu'un d'autoritaire? Est-ce que je suis quelqu'un de rigide? Est-ce que j'ai un surmoi hyper développé ou j'ai un juge intérieur implacable qui montre tout ce qui va pas et qui le montre aux autres et à moi-même en premier? Voilà. Où est-ce que j'en suis avec ça et comment est-ce que je me suis structuré dans ce grand code bleu? Est-ce que je me suis senti à ma place ou est-ce que je supporte pas les policiers, les banques, voilà, tout ce qui va me ramener à un principe de réalité, ça va me déranger, ça va pas le faire. Bon, ça c'est pareil, il faut aller inspecter, il faut aller voir dans son histoire, égotiquement parlant, comment ça s'est passé à ce niveau-là, pour du coup se dire ok, est-ce que je suis ok avec ça? Parce que quand je vous dis qu'à un moment donné on se stabilise dans un des codes couleurs, ça veut dire que si à un moment, je sais pas, je me stabilise en rouge, je vais avoir plutôt un côté assez autoritaire, mais côté... c'est même peu autoritaire, c'est un côté guerrier, quoi. Je vais... c'est moi qui commande, œil pour œil, dent pour dent, si t'es pas content, il y a un problème. Voilà, je vais être dans quelque chose du moi je d'abord, mais très très parfois agressif, parfois fort, et je vais pas supporter l'autorité, je vais pas supporter qu'on me dise quoi faire, je vais pas supporter les lois, et puis on va rentrer dans quelque chose de manière très entre guillemets, qui c'est qu'à la plus grosse, hein. C'est moi ou c'est toi, t'es avec moi ou t'es contre moi, si t'es pas content, on se retrouve dehors, on va régler ça, y a pas de problème. Ouais, là on est dans quelque chose de l'ordre de la puissance, où on va être dans un code qui va traiter de la manipulation, qui va utiliser des stratagèmes pour obtenir ce qu'il veut. Vous voyez? Alors que si on est dans un code bleu, on va plutôt peut-être être dans non, attends, ça c'est bien, ça c'est mal, il faut faire ça, parce que quand tu fais ça, t'as une récompense, quand tu fais pas ça, t'es puni. Il y a des règles quand même, il faut travailler, c'est important, nous avons des droits et des devoirs, il faut obéir. Vous voyez, là, le code bleu va obéir aux lois parce que ça génère une sécurité pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Le code rouge, lui, il va soit humilier l'autre pour se faire respecter, quoi. Hein, c'est rien à faire de la loi. Ça n'a pas d'intérêt, la loi, puisque c'est la loi du plus fort. Donc, vous voyez? Donc, du coup, ces 4 grands codes-là, ils vont nous structurer. Si vous êtes par contre plutôt quelqu'un dans un code mot, vous allez chercher à recréer des familles, vous allez chercher à fusionner avec les autres. D'ailleurs, vous pourriez trouver un conjoint un peu doudou. Vous allez aimer tout ce qui va ramener à un état un peu de fusion. Ça peut être, je sais pas, les petites douceurs, les sucreries, le petit pétard, le petit verre d'alcool, hein, tout ce qui va créer convivialité, un petit peu quelque chose, voilà. Et puis on va peut-être aimer être en colocation.
on est tous la famille c'est important, on peut avoir quelque chose de très très familial, c'est-à-dire vouloir une famille avec plein d'enfants, et puis les grands-parents qui viennent manger tous les dimanches, etc. etc. Vous voyez, ça va pas créer la même chose. Et donc la pertinence d'aller travailler sur la structure égotique, c'est à un moment de se dire aussi, tiens, si je vois le monde que dans un code rouge, c'est dommage parce qu'il y en a quand même 4 autres, plus encore 2 autres. Et donc l'objectif, c'est, en se réconciliant avec sa structure, c'est d'aller revisiter chaque code pour un moment se dire, waouh, je suis tout ça, et en plus, je peux me promener à l'intérieur de toutes ces visions du monde. Ça, c'est génial, parce que on va sortir un petit peu de ces œillères avec le côté, avec mes œillères, je vais tout droit, et on va commencer à se dire, waouh, il y a une polyphonie à l'intérieur de moi, je suis tout ça. Oh. Et donc si j'ai besoin par exemple de me positionner, je peux aller dans mon code rouge, et puis si par contre à un moment j'ai besoin de poser une loi, je vais poser une loi, et puis si par contre j'ai envie là d'être dans quelque chose de plus je sais pas agréable, où je vais fusionner un peu parce que je sais pas, je suis avec des amis, c'est le soir, super, je vais rentrer dans un petit code mauve, super. Si par contre il me manque de l'argent et j'ai pas de thunes et faut que j'arrive à trouver de la thune pour donner à manger à mes enfants, je vais entrer dans un grand code beige, mais ça va venir me donner énormément d'énergie de survie. Et donc vous voyez, c'est comment est-ce qu'à un moment on peut aussi aller activer plein de choses à l'intérieur de nous plutôt que de se cantonner à un côté par exemple code rouge, de dire ouais moi de toute façon pour avoir de l'argent faut que je tape, mes copains c'est tous des guerriers, moi je suis un guerrier, et le code bleu, je sais pas, la société, moi s'ils sont pas contents je les défonce quoi. Bon, ça peut se faire, mais c'est un peu plus limité. Ces 4 grands codes-là, ça va être vraiment la dimension socio-culturelle, je vous l'ai dit, donc il y a tout un travail à faire sur papa, maman, intérieur, comment s'est passée ma naissance, les loyautés familiales, et comment est-ce que j'ai pu me positionner au sein de ma famille, et est-ce que j'étais castré ou pas. Bon. Quand on a un petit peu remis un petit peu tout ça en ordre, vous allez voir que du coup la structure égotique va être beaucoup plus solide, beaucoup plus forte, et c'est un petit peu comme si on avait la tige d'une fleur ou le tronc d'un arbre qui devenait de plus en plus conséquent et qui va nous permettre d'accéder un petit peu plus haut à un code orange et puis à un code vert. Code orange, c'est plutôt le code de la jouissance, du plaisir, de plus attendre d'être parfait et de la réussite pleine et entière. Voilà, on va aller vraiment chercher à jouir de la vie maintenant, même si on n'est pas parfait, qui serait quelque chose d'une injonction du code bleu, de une vérité unique, un seul Dieu, le bien, le mal, voilà. Et on va pouvoir aller mobiliser une certaine forme de jouissance parce qu'on va obtenir ce qu'on veut, mais dans cette vie-là et au sein de la société et de sa vie en général. Et donc là, vraiment super parce que il va y avoir une vraie respiration. On va plus être verrouillé dans les 4 premiers, on va pouvoir revenir justement dans ce code orange qui fait partie de l'individualisation. On va pouvoir revenir vers soi pour dire qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer, c'est quoi qui a du sens et qui va me donner la motivation de me lever le matin. C'est un peu le côté mon rêve, c'est quoi mon rêve? Et j'avais un pote qui m'avait dit un jour, le rêve c'est simple, c'est le truc qui est à l'opposé de ce que tu penses pouvoir obtenir. Ça c'est super vrai. Votre rêve c'est ce qui vous sépare le plus de ce que vous pensez ne pas être. Et donc du coup allez-y, foncez. Parce que justement, en allant travailler sur votre structure égotique, vous allez pouvoir récupérer de la ressource, de l'énergie, sortir du refoulement et aller récupérer une espèce de vision de santé de chaque code-là. Moi, je crois vraiment que chaque code couleur est une pure merveille. Ça dépend à quel niveau on en est, ça dépend jusqu'à quel point on s'en occupe pour vraiment en faire une ressource, un allié pour le coup. Et donc, je sais plus qui c'est qui marquait tout à l'heure que l'ego est un allié. Oui, à un certain niveau, toutes ces facettes de nous-mêmes, à partir du moment où on les reconnaît, à partir du moment où on s'en occupe et à partir du moment où on vient penser ses blessures, à partir du moment où on fait ça, tout va mieux, quoi. Je veux dire, ça veut pas dire que la vie va pas vous mettre des épreuves, des défis, des événements extérieurs ou des choses. Mais vous allez comprendre que tout ce qui va venir à l'extérieur est là au service pour continuer à peaufiner, à structurer, à anoblir ou à assainir votre structure et à vous faire grandir et évoluer. Ce je suis en devenir qui ne va s'arrêter qu'au dernier souffle, je vous le rappelle. Donc du coup, soit j'accepte le challenge et je me dis tiens ouais ok j'ai envie de m'incarner, d'aller devenir la plus belle version de qui je suis. Soit on dit oh non, j'ai pas envie, puis là il y a une espèce de néantisation énergétique ou de métro boulot dodo, je m'ennuie, je prends des cachets, je bois un coup, je fais des trucs et je m'incarne plus quoi, je subis.
Code vert, et ben c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le code vert qui va préparer à cette dimension transpersonnelle, c'est-à-dire effectivement code orange bien épanoui, bien intégré, j'ai réussi enfin à faire ce que j'aimais, j'ai répondu à plein de rêves, ah là là, bah ouais mais il manque encore un truc, bah tiens, comment est-ce que je vais pouvoir mettre mes excellences ou mon domaine ou mon talent ou ma richesse au service des autres, du collectif, mais là du coup c'est vraiment du collectif de l'humanité avec un grand H, quoi. On va vraiment être là au niveau du plan Terre, au niveau de tiens, peut-être que je vais aider humanitairement parlant, ou associativement parlant, ou en faisant des dons, ou en donnant de mon temps. On n'est pas obligé de donner de l'argent, on peut aussi donner du temps, on peut aussi transmettre gratuitement, on peut faire plein de choses qui vont venir nourrir et qui vont permettre à un moment de continuer le chemin et de permettre à l'ego d'être nourri de l'intérieur, j'ai envie de dire, par ce qu'il va mettre en place à l'extérieur, et non plus en attendant que ça vienne de l'extérieur parce que je suis pas content, parce que j'ai pas eu ça. Vous voyez un petit peu le truc? Et donc ça sert à tout, l'ego. C'est génial. Comment vous le dire autrement? Je ne sais point. Ouais, c'est ce que je dis souvent, c'est de sortir de la dimension du jugement pour aller vers le juge aimant. Le jugement, c'est celui qui, quand vous faites une erreur, va dire « Ah, tu t'es trompé, c'est pas bien ». Le juge aimant, c'est celui qui sait qu'il il faut tomber pour apprendre à marcher. Et donc il va dire « Ok, t'es tombé, relève-toi, c'est pas grave, l'important c'est de se relever, et continue ton chemin, crois en toi, fais-toi confiance, développe, et fais ce que t'as à faire ». Et donc vous voyez, du coup, à un moment, quand on a bien travaillé, j'aime pas trop ce mot-là, mais quand on a bien repris en main ces 6 premiers codes, qui sont des codes de la structure égotique et des codes de l'avoir, j'appelle ça, eh bien, on peut aussi passer au code d'être. Alors le code de l'être, c'est pas des choses dans lesquelles on va rester, on va pas devenir d'un coup pur esprit, mais c'est comme si on s'était suffisamment enraciné et structuré et je sais pas, et incarné peut-être, qu'à un moment, on va pouvoir activer les dimensions plus existentielles ou plus intuitives, j'ai envie de dire, les appels intérieurs hyper profonds. Ce qui va venir vraiment nourrir la dimension du sacré. Le fait de croire que ouais, la vie, elle a du sens, mais elle n'a pas un sens d'une vérité unique que je cherche, elle a du sens pour moi, et le sens que moi je lui donne, c'est celui-là. Et ça, c'est génial, parce que à un moment, ça va vous motiver, vous, à vous lever le matin. Si vous commencez à aller chercher du sens chez les autres, ça va pas matcher, parce que vous êtes différents. Moi, des fois, je me dis qu'on est comme un parterre de milliers de fleurs, et qu'on est tous des fleurs uniques. Si vous voulez tous ressembler à une rose, c'est dommage. Ouais, mais la rose, c'est joli, c'est beau, ça sent bon, c'est à la mode. Ouais, mais bon, y a plein d'autres plantes, elles sont toutes belles. Hein, la nature a fait des milliards d'expérimentations, elle nous a tous fait différents, elle a fait 1001 espèces différentes, c'est pas pour ressembler aux autres. Donc allez vous chercher vous, allez vous chercher même dans la grandeur de ce que vous pourriez réaliser, de vous donner le temps de réaliser, de pas changer de cap, d'aller au bout, et puis dès qu'il y a quelque chose qui limite, qui bloque, essayez d'aller voir, tiens, pourquoi est-ce que ça bloque, pourquoi ça me limite, de pas vous arrêter dès le premier obstacle, ou de croire qu'il faut que la vie déroule un tapis rouge pour dire ouais, c'était ça en fait. Non, vous allez voir que plus ça va être ce que vous voulez faire, et plus il va falloir aller déployer l'énergie, plus il va falloir aller déconstruire, plus il va falloir aller transcender son système de croyance, changer ses valeurs, etc., parce que la réalisation, on dit que l'homme se réalise dans ce qu'il sait pas faire, entre guillemets, c'est-à-dire que la réalisation, elle arrive quand on va dans ces zones d'inconfort, dans ces zones d'inconnu, dans ce qu'on maîtrise pas. Et donc voilà. Alors, malgré l'acquisition de ces codes, rien n'est fait. Alors j'arrive pas à lire le bout. Je ne peux retourner en arrière. Attends. On peut retourner. La dimension, la question, c'est pas de savoir si on retourne ou pas en arrière. D'ailleurs, je vais vous le dire, on revient toujours en arrière. Pourquoi ? Parce que ce qui bloque à l'intérieur de nous, c'est nos mémoires. Et les mémoires, de manière littérale, c'est ce qu'il y a derrière nous. C'est nos souvenirs. C'est ou nos souvenirs, ceux dont on se souvient, auxquels on a accès, ou toutes les mémoires refoulées dans le subconscient. Et donc, quand on retourne en arrière, c'est parce qu'il y a quelque chose en arrière qu'on n'a pas compris. Alors, qu'on n'a pas compris, ou qu'on n'a pas décristallisé au niveau de la souffrance, et qu'on va rejouer du coup. Donc, heureusement qu'on retourne en arrière. Par contre, si à un moment on commence à mettre du sens sur le fait que, tiens, tout ce qui m'arrive en termes d'événements
ça veut sûrement dire qu'il y a un truc que j'ai pas compris, ou que ça me renvoie dans des grandes mémoires émotionnelles de j'ai peur, ou je suis triste, ou je suis super en colère, hein, ben, c'est super parce que ça vient décristalliser. Ça vient vous faire travailler dans différents codes, et donc ça vient de nouveau peaufiner, ciseler, augmenter votre structure. Moi, je suis intimement convaincu qu'il faut passer son temps à redescendre jusque dans des codes beige pour réénergétiser sa spirale, ou en tout cas lui redonner du sens. Je sais pas comment vous dire ça. On dépense une énergie incroyable à maintenir les informations cristallisées. C'est ouf. Et du coup, si à un moment la vie nous amenait pas un événement suffisamment fort pour nous ramener dedans, on n'y retournerait pas. Je vous rappelle, le petit chat qui ronronne, qui veut refaire les mêmes choses, qui veut pas se prendre la tête. Je vous ai dit, c'est un gardien, un guerrier, mais c'est aussi un gros feignant. Et donc, l'ego, il va vouloir une solution tout de suite, sans dépenser d'énergie, sans souffrir, pour que ça aille mieux. Et parfois, je dis aux gens, bah, si vous voulez que ce soit les autres qui vous aiment, par exemple, il va falloir que je fasse venir tout le monde dans mon cabinet. Ça va être super pour moi, parce que ça va vraiment me permettre de construire la piscine, mais ça va être difficile, et ça va être un peu long. Alors que si par contre vous apprenez à vous aimer vous-même, et aller voir, tiens, pourquoi j'ai une blessure d'amour, et pourquoi est-ce que je la rejoue tout le temps avec mes amis, mon conjoint, ben là vous allez pouvoir avancer. Et donc du coup l'objectif c'est pas d'arriver à quelque chose où c'est fini. Vous voyez, ça c'est vraiment le code bleu, c'est la recherche de perfection. La perfection c'est ce qui ne bouge plus, ce qui est parfait, ce qui est stable. Et du coup, Monsieur Cano, j'ai un problème, je viens vous voir, je veux qu'en 2 séances ce soit résolu et qu'on n'en parle plus. Ok, super. Déjà moi, ça va me mettre une pression de ouf. Parce que c'est pas moi qui fais le boulot, mais il va falloir que je lui explique que c'est pas moi qui fais le boulot. Mais en plus, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu... utopique, quoi. Je veux régler ça, je veux plus en entendre parler. Mais ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est de comment est-ce qu'à un moment, si ça se représente à l'extérieur, c'est que j'ai besoin d'aller mettre un truc à l'intérieur. Hein. La grande acceptation, c'est d'accepter l'ombre et la lumière. Et d'accepter la dualité dans laquelle on s'incarne. Hein, on peut pas me dire, ouais, mais moi d'un coup, j'ai plus envie qu'il y ait la gauche, j'aimerais bien qu'on ait que la droite. Ah, du coup, je me suis coupé le bras. Ah, ok, c'est cool. Mais ça va être cool si j'ai des trucs à prendre à droite, parce que bon, voilà. Mais quand je vais voir choper un autre truc qui est plutôt en gauche en arrière, ça va être un peu plus compliqué, vous voyez. Et ça n'a pas de sens. Donc, revenir en arrière, retraverser ses mémoires, devoir encore peaufiner le véhicule, devoir encore sécuriser les petits animaux intérieurs, devoir encore penser le guerrier blessé ou lui dire « Pose tes armes, c'est pas la guerre, mec !» Ou de demander au gardien « Est-ce que tu peux me laisser passer ? Je me sens suffisamment grand et prêt pour aller voir cette souffrance que tu protèges et que j'ai besoin d'aller entendre pour la déposer. Hein. » Je dis toujours qu'il faut laisser vivre une émotion pour la laisser mourir. Ben, si vous laissez tous les gardiens garder toutes vos souffrances et vous empêcher d'aller voir derrière, c'est mort. Moi, quand je fais des hypnoses aux gens et que d'un coup, je vais voir une souffrance et que d'un coup, j'ai un gros gardien avec un bouclier, une épée, bah, je sais que la souffrance est à la hauteur du gardien. Et du coup, bah, généralement, le gardien, je vais lui dire c'est moi, super, je te remercie d'avoir gardé le lieu, la mémoire et tout, mais là, on a besoin d'aller voir, est-ce que tu peux me laisser passer ? Et là, généralement, il y a un truc de fou qui se passe à ce moment-là, parce que bah, le gardien, s'il valide, il dit oui, et quand on va voir derrière, il y a une capacité de réparation, quoi, incroyable. C'est comme si on pouvait inciser la blessure et qu'on allait laisser le pus s'écouler, qu'on allait pouvoir vraiment nettoyer derrière. Et ça, c'est génial. Et parfois, il faut plein d'événements dans la vie pour retourner dans cette zone-là. Surtout s'il y a du déni, surtout si le gardien il est super fort et qu'on a mis des protections de ouf dessus. Mais vous inquiétez pas, hein, la vie est généreuse. Il n'y a pas de problème, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. La vie, c'est notre plus grand maître, c'est le plus grand thérapeute. Il nous amène tous les événements dont on a besoin pour continuer à grandir, à avancer, à faire les choses. Mais pas pour nous faire... mais pour nous aider. La vie ne nous veut que du bien. Alors, je ne veux pas de semoule. Semoule en 2 mots, hein, pas la semoule. Bon. Et de ressembler à cette tarte. Alors, bah ouais, mais on est ce qu'on est.
ce moule, ce véhicule égotique, c'est comme vous me disiez, ah ouais, moi, je me suis incarné en C3, Picasso, non, moi, je voulais être une Porsche. D'ailleurs, tout le monde veut être une Porsche. Hein. Bah ouais, mais peut-être que d'avoir un véhicule plutôt en mode C3, on va plutôt faire du familial. Par contre, si j'ai une Porsche, effectivement, c'est que je suis peut-être venu pour aller vite, ou pour faire du sport, ou je sais pas quoi. Vous voyez, donc ne pas vouloir du moule, c'est déjà de se mettre en bataille avec la vie qui, elle, ne nous veut que du bien, mais qui est d'accord pour qu'on joue... si vous pensez que c'est un adversaire, elle va venir vous mettre des coups. C'est cool, hein. Et d'ailleurs, à chaque coup, vous allez lui dire, allez, vas-y, remets-moi un, parce que j'en ai pas eu assez, ou je suis plus fort que toi. Mais quand on commence à vouloir être plus fort que la vie, et que justement la structure ne veut pas à un moment mettre genou à terre, je peux vous dire que la vie, elle envoie, hein. Du direct, et poum, 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 jusqu'à effondrement. Donc, ne pas vouloir du moule, ne pas vouloir être la tarte, c'est à un certain niveau, c'est dommage, parce que du coup, ça va générer un sentiment de victime, de je veux pas de ce monde-là, je veux pas d'ailleurs de ces gens-là, ou je veux pas de cette situation-là, ou je voudrais vivre les choses autrement, mais j'y arrive pas. Voire parfois de pas les changer par soi-même, comme je l'avais dit à d'autres fois, de se mettre dans une ornière et d'attendre, quoi, en disant ouais, mais de toute façon, moi, continuez votre route, moi je reste là, et puis c'est pas grave. Je reviendrai dans une prochaine vie, ça sera sûrement mieux. Bon, méfiez-vous de ce genre d'idée, parce que la prochaine risque d'être au même endroit que là où vous êtes arrêté. Alors, comprendre peut-être facile, décristalliser m'apparaît difficile. Comment faire ? Eh bien Michel, comprendre c'est la sphère du mental. Comprendre, mettre du sens, remettre les choses à leur place, élaborer, discuter, mettre du sens, c'est la sphère du mental. C'est vrai que c'est facile puisqu'on discute. Décristalliser, c'est un terme, hein. Décristalliser, ça veut dire retomber dans une souffrance, ou ça veut dire accepter un moment de retomber dans sa blessure, ou de retomber dans une zone qu'on n'a surtout pas envie d'aller. C'est un petit peu comme si je vous disais, voilà Michel, on va aller visiter votre ville, vous allez me présenter votre ville. Moi je la connais pas, je vais la visiter avec vous. Bon, généralement sur les premières séances de thérapie, vous allez plutôt me montrer les belles avenues, les beaux magasins, les petits monuments. Bon, mais moi en tant que thérapeute, ça va pas forcément m'intéresser. Si, c'est super, hein, mais moi, on vient pas me voir pour me montrer ça. On vient me dire, ouais, là, il y a quelques ruelles un petit peu, il y a des petites zones un peu glauques, où là, il y a des trucs qui puent, là, il y a des coupes-gorges, là, il y a des cul-de-sac et des impasses. Et c'est plutôt ça qu'on va aller voir ensemble. Et bien évidemment que c'est difficile, mais le cadeau, il est toujours derrière. C'est-à-dire, ok, je suis retombé dans une blessure, je suis retombé dans une souffrance. Voilà, vous voyez le truc, je la libère, et ben je vais mieux après. Je vous disais, hein, c'est Shrek qui a dit c'est mieux dehors que dedans. Grand sage, hein, des temps modernes. Et bien du coup, c'est pas... Effectivement, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, parce que si on est soi-même avec la tête dans son propre guidon et avec ses propres gardiens et ses propres protections, on va sûrement pas y aller, puis parfois on va même pas voir qu'il y a une ruelle à cet endroit-là, tellement c'est bien fait. Et donc du coup, le thérapeute qui lui est extérieur, lui, la ruelle, il l'a repérée direct, bam, et il vous amener dans ce qu'on appelle une rupture de pattern, c'est-à-dire que vous allez l'amener faire le tour de la ville, puis là on va dire ouais mais attends, on va aller là, ah non je veux pas, si, bam, oh, ah oui là il y avait un truc, ça m'a fait mal, mais du coup ça va mieux. Problème réglé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si à un moment le problème il est réglé à l'intérieur de vous, grâce à un accompagnement, il n'a plus besoin de se représenter à l'extérieur dans votre vie. Ça c'est vachement bien. C'est pour ça que c'est important aussi. C'est le travail, effectivement, comme disait Lily, d'une vie. C'est le travail d'une vie. C'est du coup, effectivement, le fait de vouloir reprendre sa vie en main, reprendre les choses en main, mettre un coup de pied dans le chat pour qu'il arrête de ronronner près du feu parce qu'il fait beau, c'est l'été. Allez, va un peu dehors, va voir le monde, la vie, l'inconnu, et sors de ton territoire pour aller explorer ce que tu connais pas. Avec peut-être toutes les peurs, les angoisses et les protections qui vont s'activer, mais toute la fierté, le plaisir, le remplissage que ça peut donner, parce qu'il y a une vraie réalisation de soi, ou la réalisation du soi. C'est d'aller chercher à l'intérieur de soi sa richesse intérieure, ses ressources intérieures, et toute la capacité qu'on peut avoir à grandir, évoluer et en faire un truc génial. Plus fort que la vie, il y a la mort, effectivement. On le sait, la vie est un film qui se finit mal. On meurt tous à la fin, on ne sait pas à quel moment, et c'est justement d'autant plus important de comprendre que
tiens, si je suis dans un jeu JEU en tant que JE, et que je suis en train de faire une partie qui va durer un temps, et un temps certain ou incertain parce que je ne connais pas la fin, eh ben, il faut bien que je comprenne que la vie est une grâce. Et c'est pas un dû. On a une espèce de compteur de temps qui nous dit, bah voilà, le temps passe, qu'est-ce que t'en fais? Rien, t'as ronronné près du feu, c'est cool? Bon, ok, salut, à la prochaine. Maintenant, si vous avez commencé à faire autre chose, ben hop, il y a peut-être eu des erreurs, peut-être la répétition de certains traumatismes ou de certaines choses, mais à un moment, tac, il va y avoir une expertise, il va y avoir une capacité de faire autrement, autre chose, et de vous réaliser. Et parce que quand la partie va être finie, ça va être fini. Je me suis amusé, enfin amusé c'est un grand mot, j'ai déjà fait des ateliers comme ça où à un moment, je fais vivre aux gens plein de choses, puis à un moment, toum, j'arrête tout. J'arrête la musique, je verrouille tout, et je leur dis, ça y est, c'est terminé, vous êtes morts. Et ben, ce qui a été incroyable, parce qu'on était dans une respiration, on était donc dans une transe, hein, et ben, c'est que tous les gens ont dit non, 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 non. Mais remettez-moi dedans. J'ai dit non, ça y est, le temps est écoulé, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire. Vous aviez des rêves, vous n'en avez rien fait. Vous vouliez ça, vous l'avez pas fait. Vous vouliez ça aussi, mais peut-être demain. Et puis il y avait ça aussi, mais j'ai la flemme. Et ben là, c'est fini. Oh, terminé. Et ben, vous vous rendez pas compte, mais il y a eu là pour le coup un gros code beige, une grosse pulsion de vie qui a dit non, 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 non. Donnez-moi un petit peu de temps. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent aux gens qui ont soit qui vont se retrouver face à un accident mortel ou qui vont se retrouver face à la mort, soit eux, soit quelqu'un de très proche ou quelqu'un qui a de l'importance pour eux, soit ça arrive à un moment où il y a un cancer qui se déclare. Voilà, on commence à donner un pronostic de vie, il vous reste 6 mois. Et là, d'un coup, tous les gens qui ont passé des cancers vont vous le dire. Eux, quand ils m'en parlent, ils le disent pas, ils le vibrent. C'est une vibration. Ils ont peur de mourir. Et heureusement qu'ils ont peur de mourir, parce que ça va être leur meilleur allié pour survivre. Et derrière, j'en ai vu qui se sont effondrés, vraiment effondrés à cause d'un diagnostic de cancer plutôt agressif et rapide, et qui ont réussi à transcender ça, qui sont aujourd'hui en rémission et qui ont complètement changé de cap. Et là, on peut quasiment dire que cette maladie-là a été une opportunité de changement. Alors la question c'est, vous, je dis vous parce que bon, vous avez envie d'attendre cette nouvelle-là? Ok. Mais la vie, elle s'en fiche. Hein. Vous savez, c'est un véhicule. Si à un moment, on a un parcours à faire avec un véhicule et qu'à un moment on dit ah non, moi j'aime pas le véhicule, j'aime pas le parcours, j'aime pas tout ce qui m'entoure, et voilà, bah ok, bah, vous allez rentrer, y a pas de souci. Vous reviendrez plus tard. Mais c'est peut-être dommage, puisque vous êtes là. Et donc à un moment, c'est aussi l'instinct de survie est-il lié à notre ego? Oui, c'est le premier code. C'est l'instinct de survie. D'abord on est dans l'instinct, ensuite on est dans le raisonnement, et dans la troisième partie on est dans l'intuition. Vous voyez, c'est comme si on avait là encore les différents codes viennent structurer une espèce d'affinage, la pulsion de vie, la puissance de vie, même j'ai envie de dire, la jouissance de vie, et après l'ouverture, ou en tout cas pulsion, intelligence et intuition. On n'est pas dans les mêmes codes, mais tout ça c'est l'ego. Donc ça sert à rien de vouloir être pure intuition, vous êtes encore dans l'ego. Ça sert à rien de être que dans la pulsion, vous êtes dans l'ego. Et l'ego, ce n'est pas sale. Il n'y a pas de problème. C'est génial. C'est votre véhicule. C'est ce qui vous permet d'expérimenter la matrice. Et donc c'est génial. Ne changez rien, acceptez tout. Et puis acceptez ce qui ne peut être changé, changez ce que vous pouvez, mettez-vous des objectifs, répondez à vos besoins, sécurisez-vous, répondez à vos envies, mettez les choses en place, jouissez maintenant et attendez pas d'être mort pour gagner votre paradis demain, et puis mettez genoux à terre pour vous mettre au service de ce qui est plus grand que vous, et puis ça va super bien se passer. Hein, c'est vraiment quasiment, c'est aimer être, hein, être, émettre et émettre avec amour, l'offrir aux autres, se donner aussi du temps, de la patience, de se laisser grandir. Il faut arrêter de vouloir être pur et parfait tout le temps, maintenant, à chaque instant. C'est de la
bêtises, j'ai envie de dire. Et donc, prenez le temps de vous réaliser, de vous trouver, donnez-vous le temps. C'est pas parce que vous avez fait une erreur, ou c'est pas parce que vous avez vécu un divorce, c'est pas parce que vous êtes licencié, c'est pas parce que vous êtes trop émotif ou que vous êtes nul. C'est Brel, je crois, qui disait qu'as-tu fait de ton talent? Ben, qu'avez-vous fait de votre talent? Qu'avez-vous fait de votre vie? J'avais entendu une fois une femme qui avait dit avoir fait une NDE, vous savez, on sort du corps, elle se retrouve dans le tunnel là, et là il y a un ange ou un guide ou je sais pas qui vient la voir et qui lui dit, qui lui a posé 2 questions. Ben, elles sont hyper intéressantes ces questions. Elle lui a dit comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? C'est pas mal. Elle lui a pas dit combien t'as gagné, est-ce que t'as bien eu ton C3 Picasso, est-ce que t'as bien repeint ta maison, non, non. Elle a dit comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres. Et dans comment as-tu aimé, c'est comment t'es-tu aimé toi. Si t'as été ton propre bourreau, ben t'es passé à côté de toi, c'est dommage. On est quand même la personne la plus importante de notre vie, hein. Je vous rappelle que on va faire avec nous-mêmes toute notre vie. Donc vaut mieux s'aimer, c'est mieux, parce que sinon on va se faire la gueule chacun, c'est dommage. Bon, dommage. Donc vous voyez, tout ça, ça, voilà, ça me paraît important. Est-ce que vous avez des questions autour de ça? Pardon. C'est les bulles du Perrier, excusez-moi. Et donc c'est aussi d'arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas, quoi. Hein, on est tous des humains, on est tous des animaux doués de conscience, on a tous ces grands codes couleurs à l'intérieur de nous, ou ces visions du monde, ou ces modèles du monde, si vous préférez, ou ces facettes de notre structure égotique à l'intérieur de nous. Et donc faut qu'on arrête à un moment, ou de vouloir tuer l'ego, de le pulvériser, comme j'entends des fois, ou de vouloir être pur esprit, ou de dire ouais mais l'autre... Bon. Il y a une phrase qui dit there is no way to happiness, happiness is the way. Bah, c'est un peu ça. Hein. Alors pour les non-anglophones, il n'y a pas de chemin pour aller vers le bonheur, c'est le bonheur et la voie. Tu es splendeur, vers cette splendeur, retourne-toi. Et donc du coup, ben, quand vous avez capté ça, ben, vous allez travailler sur vous, entre guillemets, vous allez explorer votre ville et vous allez apprendre à l'aimer, cette ville, parce qu'elle est magnifique, unique et merveilleuse. Ok, bah écoutez, ça fait 1h12, je crois que j'arrive pas à faire moins d'1 heure, hein, je m'écoute trop parler. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Je reste allé une petite minute ou deux, si vous avez besoin de poser une question, c'est maintenant ou jamais. Je vous rappelle que eh bien, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur mes activités, vous pouvez aller voir sur mon site www.yann-cano.fr. Vous allez trouver les ateliers, les séminaires, les conférences, les articles, les CD de rêve éveillé, bref, tout un tas de choses que vous pouvez aller consulter. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube où il y a encore d'autres informations différentes. Vous tapez Yann Cano sur YouTube et puis vous allez trouver. Hein. Vous pouvez vous abonner, voire mettre la petite cloche, ça vous permet d'avoir les informations quand je les mets en ligne. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bien, merci à vous d'avoir été si nombreux, si magnifiquement présents pour ce deuxième Facebook Live sur l'ego, ça sert à quoi? N'hésitez pas à partager, à diffuser, voilà. Et puis si vous avez aussi l'envie d'une thématique pour un 3e Facebook Live, eh ben n'hésitez pas. Sinon, eh ben écoutez, je pense que je réfléchirai pour en faire un quand même, parce que j'aime bien l'exercice et que je trouve c'est sympa et c'est plus interactif d'aller faire ça qu'une simple vidéo chez moi à parler tout seul, même si là je parle aussi tout seul, mais n'hésitez pas, peut-être qu'à un moment je ferai peut-être même un Facebook Live avec juste des questions-réponses autour de tout ce qui peut concerner les outils, l'accompagnement, les codes couleurs, la problématique des problématiques si vous en avez, pour vous répondre en direct sur ce qui pourrait donner du sens. Hein. Je pourrais pas aller dans l'expertise comme je le fais en individuel, mais au moins je pourrais peut-être vous donner des petites pistes pour y voir un petit peu plus clair. Et puis voilà, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir été là.
Merci pour vos questions, merci pour votre présence et puis surtout, restez vous-même. À bientôt.